Bonjour Roch, Bonjour Bérangère. à quelle heure tu dois te lever le matin? Alors, ça dépend des jours. Quand c'est que la culture et la récolte, on se lève à 5h45 pour attaquer le boulot à 7h. Et il y a des jours de vente sur le marché de gros où là c'est levé 3h pour être à 4h prêt pour vendre notre cresson à tous les primeurs, les revendeurs sur les places de marché, etc. À 4h du matin au marché de gros de Lyon-Corba. Donc c'est C'est une fois par semaine, on se partage les tâches avec les autres personnes qui travaillent avec moi. On a chacun un jour et moi par exemple c'est le jeudi matin, donc le jeudi matin c'est levé 3h. Voilà. c'est hyper tôt, 3 heures. Comment tu fais? Beaucoup de gens vont se demander comment tu fais. Et bah c'est de l'anticipation, hein. C'est-à-dire que si on veut ne pas être trop fatigué, il faut se coucher plus tôt. Donc si on se couche avant 20-21h, on a quand même ces 5-6 heures de sommeil et c'est mieux que rien. Mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué, donc on fait une bonne sieste à midi le lendemain pour récupérer. Mais c'est une habitude à prendre et puis il faut pas trop s'écouter parce que sinon on ne se lève pas et puis on fait rien au final. Il n'y a pas une part de sacrifice aussi finalement? On y Si, reviendra, si, hein. forcément il y a une part de sacrifice, déjà parce qu'on ne travaille pas forcément pour ça, on travaille pour sa famille, sa femme, ses enfants, pour que tout le monde ne manque de rien. Donc s'il y a des jours c'est un peu plus compliqué, on regarde ses enfants dans les yeux et on se dit c'est pour eux qu'on se lève le matin. Donc ça aide. Voilà. Finalement, avec cette fatigue, comment tu abordes tes journées? Quel est ton état d'esprit? L'état d'esprit, c'est de cultiver le plus beau cresson possible. Déjà en satisfaction pour soi-même, parce que quand le cresson est beau, on se dit qu'on a bien fait notre travail. Et puis à la fin, c'est quand même le consommateur pour qu'il puisse avoir le plus beau cresson possible à manger, et visuellement et gustativement. Et donc au final, c'est toutes ces choses qui nous font nous lever le matin et qui nous motivent pour continuer ce métier, qui bien que difficile est valorisant, excitant et nous fait nous lever le matin. Il faut qu'on se situe. Ici, on est à Saint-Symphorien-d'Ozon, Exactement. vraiment dans la cressonnière historique De la famille, ouais, de bien la sûr. famille. On est en bio. Exactement, la culture biologique. C'est une histoire familiale. Tout à fait. Alors moi c'est mon arrière-grand-père qui a commencé dans la culture du cresson. Il était un tout petit peu plus loin d'ici à l'époque, c'était donc au tout début du siècle, à Beaurepaire. Et sauf que mon arrière-grand-père était associé avec quelqu'un. Il est parti à la guerre comme 90% des jeunes de son âge à l'époque, la guerre 14. Et quand il est revenu, son associé lui a dit écoute, je me suis bien débrouillé sans toi, donc va voir ailleurs. Et mon pauvre arrière-grand-père qui ne savait pas quoi faire de ses 10 doigts à part cultiver le cresson, a cherché un autre endroit propice à la culture du cresson, donc c'est-à-dire des terrains argileux et de l'eau en quantité, puisque le cresson est une plante semi-aquatique. Donc il a cherché un endroit avec de l'eau en quantité et une terre argileuse. C'est comme ça qu'il a atterri à Saint-Symphorien-d'Ozon. Là, on est en quelle année? 1919, 20, quelque chose comme ça, après la guerre. Je te pose la question parce qu'on dit justement que vous êtes l'exploitation familiale de cresson la plus ancienne de la région lyonnaise. C'est vrai, peut-être même de France, il faudrait vérifier. Et donc après, mon arrière-grand-père s'est mis dedans, et après c'est son gendre, donc Noël Simian, qui a repris l'activité, puisque ce premier grand-père est décédé assez vite. Et mon pauvre grand-père Noël, s'étant amouraché de la fille de mon arrière-grand-père, s'est dit si je veux mériter la fille, il faut que je mette à la culture du cresson. Et c'est comme ça qu'il s'y est mis. Après, c'est 5 fils, dont mon père qui est le dernier, qui ont aussi travaillé dans le cresson. Et moi, je suis du coup la 4e génération à cultiver le cresson. Voilà. Décris-moi un petit peu ton exploitation. Quel est ton espace de travail? Parce que là, c'est vrai qu'on se situe ici, en plein cœur de la cressonnière historique, on On disait. peut pas faire plus près là. On peut pas faire plus près, on a le soleil derrière nous, on entend l'eau couler justement dans les bassins, c'est hyper agréable. Décris-moi un petit peu ce cadre vraiment formidable de travail. Et donc du coup ici on est dans une cressonnière qui a été créée dans les années 70. Et on a plusieurs parcelles de production sur la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon et de Marennes, qui est le village d'à côté, avec et des parcelles de plein champ comme on voit ici. On a aussi quelques parcelles de serre pour les matins où il gèle, parce que tant que le cresson est gelé, on ne peut pas le récolter. Donc sous les serres, on peut commencer à récolter dès le matin. Et puis pour notre confort du travail à nous, quand il fait des sales temps, on est mieux à récolter le cresson sous la serre. Donc voilà, on a plusieurs terrains de culture du cresson. On est sur combien d'hectares? On est sur 3,5 hectares de culture de cresson. Avec une variété? Avec une seule variété, ce qu'on appelle techniquement le bleu de Cerny, qui vient originairement de l'Essonne. Parce que pour la petite histoire, le cresson est arrivé en France grâce aux médecins de la grande armée de Napoléon, un certain Joseph Carbon.
qui lors des campagnes de Prusse avait remarqué qu'à côté des hôpitaux militaires de l'armée prussienne, il y avait des cultures de cresson pour ses vertus médicinales et notamment cicatrisantes. C'est vrai que nous, quand on travaille avec des couteaux, c'est régulièrement qu'on se coupe. Et ayant les mains dans le cresson toute la journée, nos cicatrices vont très très vite. Donc pour reprendre l'histoire, Joseph Cardon prend du cresson en Prusse, le ramène à côté de l'hôpital de la Grande Armée en Essonne. Et c'est depuis, dans les années 1830, 40, 50, je crois, Napoléon. Après, c'est développé dans toute la France. D'abord pour ses vertus médicinales, et c'est après que c'est devenu une plante maraîchère de consommation courante, on va dire. D'accord, donc c'était d'abord un médicament finalement avant d'être un légume d'hiver dans le fameux velouté de cresson qu'on aime manger. Exactement. Alors pas que du velouté, le cresson. Oui, on va y venir. Comme on le dit souvent, c'est bien plus qu'une salade. Oui. Donc c'est cru, c'est cuit, c'est ciselé dans des mayonnaises, dans des sauces, en salade, en pesto, en flan, en tarte. Et en crème pour la peau, pour la cicatrisation, etc. Mais alors, c'est devenu donc une plante maraîchère, quelque chose qu'on met dans notre assiette. Ce qui est intéressant et important d'expliquer, c'est aussi sa culture très spécifique. Comme on dit, c'est pas vraiment en fait un légume, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est bien plus qu'une salade, donc c'est à part de tous les autres. Donc plante semi-aquatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ils vont se demander ce que c'est. Il y a soit légumes de terre, soit légumes d'eau. Et donc le cresson c'est semi-aquatique parce qu'il y a ses racines qui sont en terre, donc le cresson est bien dans la terre. Mais le long de la tige vient couler de l'eau et par ces petites radicelles, donc les petites tiges blanches qui sont sur la tige, viennent capter les nutriments dans l'eau et c'est comme ça que le cresson fait sa croissance. Donc semi-aquatique, racine en terre et petites radicelles le long de la tige dans l'eau. Donc on met de l'eau à peu près 50% du temps pour que le cresson se nourrisse correctement dans l'eau. Donc il faut une eau d'une pureté absolue et c'est pour ça qu'on fait des analyses très régulièrement au cours de l'année pour que l'eau soit la plus pure possible. Voilà. Vous avez creusé les bassins? Alors creuser non, c'est juste que vu que l'eau arrive en tête de cressonnière et puis court le long de la cressonnière, il faut juste que les terrains soient nivelés avec une certaine pente pour que l'eau coule. Voilà. Et après on dit bassin, mais ça induit d'erreur un peu souvent. Le bassin, c'est juste que les différentes parcelles sont délimitées par des allées en terre ou en béton pour avoir des parcelles données et qu'on puisse les gérer au niveau culture différemment. Mais il n'y a rien de creusé ou de choses comme ça. Oui, parce qu'on a l'impression vraiment pour le coup d'avoir différents bassins longilignes qui se succèdent et on a l'impression de finalement les avoir remplis, si schématisé. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait non, c'est que vous avez un peu finalement ouvert le robinet si je puis dire et ça coule. Parce qu'en fait on répète ce que la nature avait créé pour le cresson, à savoir pousser dans les cours d'eau. Donc on recrée des mini cours d'eau dans une cressonnière en fait. Je crois que même c'est Arthur Rimbaud dans un vieux poème qui disait que je crois que c'est Saint-Louis venait cueillir son frais cresson bleu dans les ruisseaux. Voilà, donc nous aujourd'hui on recrée des mini ruisseaux pour cultiver le cresson. Alors tu parlais de la pureté de l'eau, c'est l'autre caractéristique hyper importante à aborder. C'est qu'on est ici sur une nappe phréatique en région lyonnaise, vraiment qui se démarque par cette pureté. Exactement, parce que notre nappe phréatique est alimentée par les glaciers des Alpes, qui s'infiltrent je ne sais pas comment vers les Alpes et qui arrivent de manière souterraine sur nous, sur la région du sud-est de Lyon. Donc on a de l'eau en très très grande quantité et d'une pureté absolue. Même pendant les canicules des derniers étés, nos puits ne bougeaient pas, on a de l'eau en quantité astronomique. Si vous faites un trou là à 80 cm, 1 mètre, vous avez l'eau qui commence à remonter du sol. Du coup, j'ai envie de te poser la question, le dérèglement climatique, est-ce que c'est un sujet dans le milieu de la cressiculture? Oui, alors nous ici, pour l'eau, non. En revanche, on a des saisons d'hiver qui commencent de plus en plus tard et des étés qui arrivent de plus en plus tôt. Quel impact ça a? Eh bien, souvent les mois d'avril sont de plus en plus secs. Donc on commence à avoir on a toujours des gelées le matin et des temps très secs l'après-midi, ce qui fait que le cresson rougit un peu parce qu'il manque d'eau. Bien qu'il soit alimenté par l'eau, il a besoin aussi d'un apport d'humidité extérieure et de plus en plus on a des difficultés avec ça. Alors il faut s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. Donc il y a des techniques culturelles qui évoluent un petit peu pour s'adapter. Mais oui, bien évidemment, il faudrait être un peu vivre dans un trou pour ne pas remarquer que la Terre évolue au niveau climatique et qu'il fait de plus en plus chaud. Ça complexifie justement le métier? Et au niveau culturel et au niveau commercialisation. Parce que malheureusement, les consommateurs consomment le cresson principalement en soupe, donc quand il fait froid. Et donc du coup, nos saisons de vente ont tendance à se raccourcir dans le temps, commencer de plus en plus tard et finir de plus en plus tôt. Alors que la pleine saison du cresson, ce n'est pas l'hiver.
Alors la pleine saison de pousse, c'est plutôt l'été parce que la plante a besoin de photosynthèse pour se développer. Mais il se trouve que la consommation principale se fait durant l'hiver. Donc on est bien obligé de s'adapter aux consommateurs et de réussir à faire pousser du cresson l'hiver, bien que ce ne soit pas sa saison de pousse techniquement et culturellement parlant. C'est pour ça que je me permets justement de souligner cet aspect-là hyper important. C'est plutôt à nous finalement de nous adapter à la plante. Tous ceux qui nous écoutent réfléchissent à leurs habitudes alimentaires. Et le cresson, on peut le consommer l'été, bien sûr, avec une salade de tomates, c'est super bon, en pesto, lors des apéros, ça passe super bien. Ouais. Et de manière générale, sur le cresson, il faut réfléchir à nos habitudes alimentaires, mais de manière générale, à consommer des fruits et légumes de saison, produits localement, et c'est ça le plus important. Tu sais pourquoi justement on le consomme uniquement, en tout cas traditionnellement, surtout en velouté? Je pense que c'est un peu une Madeleine de Proust pour les gens aujourd'hui. Ils consommaient une soupe de cresson du temps de leur grand-mère et reperpétuent ça aujourd'hui. Mais le cresson se mange en salade crue, en pesto, en flan, en tarte, en sauce, avec un poisson, avec une viande. Tout est possible avec le cresson. C'est comme dans le cochon, tout est bon. Vous pouvez acheter une botte de cresson le midi, vous mangez la salade, vous venez couper votre botte et récupérer que les feuilles pour la salade. Et le soir, vous mettez les tiges dans une soupe. Comme ça, rien n'est gaspillé. Et dans le cresson, tout est bon comme dans le cochon. Rien n'est gaspillé. Donc il faudrait vraiment changer les habitudes et changer les façons de faire en cuisine pour préserver ce légume. Oui. Et puis vu que le cresson est une plante faite à 90% d'eau, c'est une plante qui est assez fragile. Toutes les choses précieuses sont fragiles et le cresson en est une. Et donc il faut l'acheter frais, donc l'acheter chez des gens qui savent travailler les produits frais et le cuisiner assez rapidement pour qu'il ait encore toutes ses saveurs, tous ses nutriments. Ton travail, du coup, Roch, j'ai l'impression que ce n'est pas que finalement cultiver le cresson, c'est aussi promouvoir sa culture et puis la façon de le faire, la façon dont on peut le consommer. C'est un métier multitâche. Exactement. Alors le cœur de métier, c'est vraiment la culture parce que bien sûr, s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas besoin de faire de communication. mais c'est vrai qu'il faut être sur tous les domaines, aussi bien la culture, un peu de management avec nos équipes qui travaillent avec nous. De la communication et puis de tout ce qui est administratif aussi comme tout le monde, gérer une entreprise. Donc de manière générale, les cressiculteurs, on touche vraiment à tout, et les agriculteurs, on a tendance à voir un peu l'agriculteur de haut, et c'est le bouseux, sauf que l'agriculteur, c'est celui qui a le métier le plus complet. L'agriculteur, il travaille la terre et il a toutes les tâches administratives et de gestion d'une entreprise lambda, de la culture jusqu'à la commercialisation. Donc les paysans sont des gens avec une tête bien faite. Combien de kilos de cresson tu vends chaque année, tu sais? Alors nous on parle pas en kilos, on parle en unité de botte, la botte de cresson. Et on vend autour de, j'ai pas bien les chiffres en tête, mais on doit être autour de 200 000 bottes par an, je dirais. Quelque chose comme ça. Et je me rends pas compte, c'est beaucoup? Notre corps me dit que c'est beaucoup. Mais on va dire que de cressiculteurs en France, on doit être une trentaine. Et à faire que du cresson et à vivre que du cresson, on doit être une dizaine. Et nous, notre exploitation, on est dans le top 5, je dirais. Voilà. Donc on est quand même plutôt un producteur important de cresson en France. J'y viens justement. Est-ce que c'est un métier qui se perd dans la mesure où tu me dis qu'il n'y a plus que 10 cressiculteurs qui en vivent? Pourquoi? Parce que c'est un métier difficile, et au niveau physique et au niveau culturel, parce que les cressons sont une plante très sensible, faite à 90% d'eau, donc chaque changement d'atmosphère climatique, de température, de vent, etc., le cresson évolue très très vite, ou attaque d'insectes. Donc il faut être vraiment tous les jours sur chaque parcelle pour vérifier que tout se passe bien. La récolte, c'est tous les jours parce qu'il n'y a pas de conservation, donc tous les jours on récolte pour livrer nos clients. Donc c'est un métier assez astreignant, je ne sais pas si c'est très français comme mot. Donc voilà la difficulté, et puis vu que la consommation n'est pas non plus exceptionnelle dans la France, c'est vrai que le métier a eu tendance à disparaître. Il y avait beaucoup de petits exploitants qui avaient leur cressonnière et puis qui avaient un petit boulot à côté. Et puis comme ce qui se passe dans toutes les campagnes, les gens ont eu tendance à quitter les exploitations et puis aller travailler à la ville dans des métiers plus dits du tertiaire, quoi, voilà. Est-ce qu'il faut avoir du mental justement, Roch, pour être cressiculteur aujourd'hui? La fameuse question. Il faut avoir du mental dans la vie, tout simplement. Ah oui, pourquoi? Non, mais c'est intéressant. Parce que la vie est une chose sérieuse. Il ne faut pas la rater, notre vie. Pour gagner sa vie, pour être gentil avec ceux qu'on aime, pour donner de l'amour à chacun. Et puis plus spécifiquement dans la culture du cresson, parce que
C'est un don de soi permanent et physique, penser à toutes les choses de la culture, vérifier, etc. Donc oui, ça demande du mental. Et puis on a des contraintes extérieures qui sont liées à la nature, qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que les industriels, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais une fois que leurs chaînes de production sont mises en place, ils ont assez peu de facteurs extérieurs qui viennent les contraindre. Nous, c'est toute la journée. On a en fonction de la météo, en fonction de la pluie, on doit adapter notre. Si jamais il pleut 40 mm d'eau dans la journée, on va moins facilement travailler dehors. Donc il faut prévoir d'avoir assez de cressons prêts à récolter dans les serres. Voilà. Ah oui, d'où l'intérêt en fait des serres. C'est-à-dire que Voilà. s'il pleut vraiment trop fort, du coup vous allez aller récolter sous la serre. Voilà. Ou s'il y a une vieille bise, donc la bise dans notre coin c'est le vent du nord qui est assez froid, avec une pluie glaciale, et ben c'est très difficile de récolter dehors. Donc il faut avoir des serres pour protéger la culture et pour notre confort de travail à nous, cressiculteurs. On va se demander aussi quelle est la température de l'eau. Tu travailles à les mains justement dans l'eau. Alors l'été elle nous rafraîchit parce qu'elle est à 12-13 degrés toute l'année, et l'été, et l'hiver, quand il fait 2 degrés dehors, elle est à 13 degrés. Donc c'est un chauffage. Ah, on n'imagine pas, c'est fou vraiment que ce soit à 13 degrés, même en plein mois de décembre. Ouais, tout à fait. Donc si vous arrivez le soir, des fois vous voyez une espèce de brume au-dessus de la cressonnière, c'est la chaleur de l'eau qui s'échappe des bassins de cresson. Quelles autres contraintes tu vois justement au métier de cressiculteur? Au niveau climatique, de manière générale? De manière générale, ouais. Faut éviter de trop réfléchir au problème, il n'y a que des avantages. Oui, non, c'est plus, voilà, on fait un constat et ensuite on parlera bien sûr du positif. Bah, la contrainte physique, puisque tout l'ensemble de la culture est faite à la main, que ce soit du semis, le semis est fait à la volée à la main avec l'auguste geste du sommeur. La récolte se fait à la main aussi, donc soit à genoux sur une planche, soit courbé en deux. L'arrachage de la culture se fait aussi à la main avec des grappins. Et ça dure combien de temps ça, sur une journée par exemple? Quand tu es justement à genoux et que tu récoltes c'est facilement 6-7 heures par jour la récolte pendant l'hiver. Donc 6-7 heures courbées? Oui. Alors, on fait des petites pauses, on boit un café, on fait des cigarettes. Mais oui, 90% de notre temps l'hiver c'est de la récolte, courbé en deux ou à genoux. Donc il faut avoir des bonnes conditions physiques, avoir une alimentation saine pour que notre corps suive. Et puis se coucher tôt, et puis un peu avoir un corps musclé, mais ça se fait au fur et à mesure du temps, notre corps s'adapte. Le corps humain a des facultés d'adaptation qui sont surprenantes. Mais les gens vont quand même se demander, ok, mais comment tu fais? Ok, tu me disais, je ne consomme plus de produits laitiers, je me suis adaptée petit à petit. Mais ça paraît fou, quoi, tu vois. On se dit, mais comment tu peux travailler comme ça toute la journée, 6 à 7 heures courbées? Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions, parce que si on se met à poser des questions, on ne fait plus rien. Et puis on regarde ses enfants dans les yeux le matin et on se dit qu'il faut leur apporter le minimum pour vivre. Et du coup, c'est comme moi personnellement, c'est ce qui me donne l'envie le matin de me lever et d'aller travailler. C'est de faire vivre une famille. Et quand je regarde mes enfants le matin, je n'ai pas envie d'aller me recoucher, je vais au boulot. Alors je reviens aussi vite le soir parce que faut pas travailler trop longtemps le soir. C'est un peu quelque chose qui menace les agriculteurs, c'est de passer sa journée au boulot, et effectivement il y a du boulot, mais il faut aussi consacrer du temps à sa famille pour l'équilibre de la vie en général. Il faut qu'on précise, Roch, c'est que tu as 28 ans. Oui. Tu es jeune. C'est une qualité qui passe vite, il paraît. Forcément, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de prendre la suite de tes parents. Je suis tombé dedans petit, comme Obélix. Et donc je suis tombé amoureux de la plante, et puis le mimétisme, mon père faisait ça et j'ai eu envie de le faire. Puis après, une fois qu'on a mis les mains dans le cresson, on n'a plus envie de partir, quoi. Moi j'avais voulu faire des études dans un tout autre domaine en me disant si jamais un jour le cresson ça marche plus. Je suis allé à la fac, j'ai fait des études de Sciences Po et éco-gestion, mais ça a duré 15 jours parce que l'appel du cresson était trop fort, et je suis revenu faire un BTS agricole et pour reprendre l'activité familiale. Parce que la première fois que tu as coupé une botte de cresson, c'était à quel âge? 6-7 ans, je pense. Et ça t'a plu? Tu t'en souviens de ça? Ouais, je m'en souviens, ouais. Avec mon père, couper la première botte de cresson. Au début, elle était pas faite comme il faut. Ouais. Et puis mon père m'a expliqué. Et puis après, on fait des belles bottes de cresson, et c'est une sorte d'addiction. Et je vois mon fils Marius qui a 4 ans et demi. Dès qu'il a 5 minutes, il veut venir couper du cresson avec moi, et voilà.
Qu'est-ce qui est chouette dans cette activité? C'est le fait d'être un petit peu, de se sentir libre, on est dans l'eau, dans la nature. Le cadre de travail, ouais, on est en Ouais. pleine nature, il y a l'eau, le cresson est une plante belle. Et puis après, je pense qu'il y a le mimétisme père-fils ou fille-père qui fait que ça donne l'envie, quoi. Voilà. Mais est-ce que tes parents t'ont parlé aussi du côté difficile du métier dont tu me parlais justement tout à l'heure? Ah, complètement. Mon père, quand j'ai dit que je voulais faire du cresson, m'a dit t'es sûr? Ah, Il m'a dit va voir ailleurs pour voir si c'est bien aussi ailleurs. Et je suis allé voir ailleurs, j'ai fait de l'intérim dans toutes sortes de métiers. Il m'a par dit, exemple? métallurgie, charpente, j'ai tout essayé. Et il m'avait dit je veux bien, je suis content, c'est une forme de fierté que mon fils veuille reprendre. Mais d'abord va voir ailleurs et je veux qu'en aucun cas ce soit par souci de reprendre l'exploitation familiale que tu te lances là-dedans, il faut que ce soit en totale liberté. Tu t'es jamais senti obligé de reprendre la Jamais, suite? jamais. Parce qu'il y a quand même une histoire familiale que Oui. tu nous as, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Donc, Ouais. Mais mon père étant quelqu'un de très intelligent, a veillé à ne pas que je me sente obligé de reprendre. C'est quelque chose qui peut souvent arriver dans l'agriculture. Les parents d'agriculteurs ou les arrière-grands-parents d'agriculteurs vivaient de leur activité assez facilement puisque l'époque était différente. Et les agriculteurs d'aujourd'hui ont du mal à vivre de leur activité et en plus d'avoir la contrainte de la réussite, se disent je suis le descendant d'une famille qui a toujours réussi et moi j'y arrive pas. Et je pense que ça joue beaucoup dans la difficulté des agriculteurs aujourd'hui. Et on parle souvent des taux de suicide dans l'agriculture qui sont très importants. tout à D'ailleurs, fait. le film de Guillaume Canet là-dessus était assez révélateur. La pression du repreneur de ne pas réussir d'être digne de ses aïeux, qui fait souvent abandonner et se décourager. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a plus de 300 suicides par an d'agriculteurs et agricultrices. Oui, tout à fait. On pense à eux. Pour ceux qui Pardon, je qui- fais un peu un aparté, mais Bien c'est sûr, important bien sûr, aussi c'est d'en parler. Toi, du coup, tu as ressenti cette pression justement? Ah bah ça serait faux de dire que je la ressens pas, oui forcément, c'est humain de ressentir cette pression. Mais encore une fois, vu que les relations familiales étaient fluides et libres, j'ai pu faire la part des choses, de me dire moi j'ai envie, je ressens ça, mais je suis libre aussi d'aller faire autre chose. Et c'est en totale liberté que j'ai choisi de reprendre ce beau métier. À quel âge justement tu as commencé sérieusement à te poser des questions, à te dire en fait je vais reprendre la suite? Est-ce que c'est quand tu es adolescent? Est-ce que c'est quand tu commences à être finalement dans la vingtaine? C'est vrai que c'est un peu continu depuis l'adolescence. Il n'y a pas eu de moment précis, c'est un peu... Ouais, c'est une réflexion qui a mûri au fil du temps. Je me demandais également les pratiques finalement quand tu étais petit, tes parents, on n'a pas parlé de ta maman, tu me parles beaucoup de ton Bah, papa. C'est C'est les deux, hein. c'est les deux Je vais y ensemble. venir, je vais y venir. Ah, Surtout que la passion de maman pour le cresson est largement aussi importante que celle de mon père, alors qu'elle n'est pas née dedans, elle. Mais ça c'est intéressant. les différentes idées recettes, c'est elle qui les teste. Et elle s'est passionnée pour les vertus médicinales du cresson. Et elle fait des tests de crème, de différentes choses à base de cresson pour la peau, etc. Donc elle a une passion du cresson qui est largement équivalente à celle de mon père. Ouais. Finalement la transmission, c'est cette passion. C'est même pas finalement l'exploitation familiale au sens administratif. C'est l'amour pour cette culture. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est la passion du cresson. Des fois, quand on prend quelques jours de vacances, ma femme elle aime pas bien quand je dis ça, mais au bout de 3-4 jours, je dirais pas que le cresson me manque, mais après une semaine de vacances, je suis content de retrouver le cresson. Je suis content aussi en vacances, hein, faut pas se mentir. Mais on a besoin de ce contact avec le cresson régulièrement. Parce que c'est une plante évolutive, donc quand on part, on la voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis oui, c'est une passion, donc la passion elle revient tout le temps. Tu pars quand même en vacances combien de temps dans l'année? En tout une quinzaine de jours dans l'année. Voilà. Mais c'est pas si mal pour les agriculteurs, il y en a qui prennent moins. Et quand tu as rencontré Clotilde, ta femme, Oui. vous avez 3 enfants aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Elle était OK avec ce choix de vie professionnelle? Oui, elle a été tout de suite plutôt enthousiasmée par le projet. Parce que pour élever une famille, c'est quand même plus sympa d'être à la campagne, de pouvoir voir les enfants courir dans la cressonnière, etc. Et puis, il faut dire aussi que dans sa famille, personne n'était issu de l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a 3 de ses frères qui sont devenus paysans dans différents domaines. Donc on s'est assez bien trouvés au final pour l'amour de l'agriculture tous les deux. Alors attends, dans quel domaine? Il y en a un qui est dans l'élevage laitier, il y en a un qui est maraîcher juste à côté, et puis un de ses frères qui travaille avec nous aujourd'hui. Ah ah, et est-ce que tu as à voir justement avec cette transmission de la passion, on en parlait?
Ou ça n'a rien à voir, c'est des choses qui sont parallèles mais qui ne se recoupent pas. Ben non, je pense pas que c'est moi qui ai transmis la passion, c'est Ok. que je leur ai proposé de venir travailler, ça leur a plu, le cadre, etc. Voilà. T'as jamais eu de doute par moment depuis justement ta... Alors, on va reposer les choses ceci dit. Maintenant, tu as repris la suite de l'exploitation familiale depuis le 1er novembre 2025. Mais c'est une excitation, c'est une joie, mais c'est aussi une appréhension. Je pense que dans tous les grands projets de vie, il faut qu'il y ait un peu les trois choses, l'envie, mais aussi une forme d'appréhension, parce que c'est quelque chose de sérieux et difficile. Il ne faut pas être non plus tout feu, tout flamme et ne pas avoir les problèmes, il y en a. Donc il faut avoir l'ensemble de ces éléments en tête pour reprendre une activité agricole. Quel problème il peut y avoir du coup? On ne se rend pas bien compte. Plein. Il peut y avoir des événements climatiques importants, une tempête, de la grêle, etc. Des attaques d'insectes, la vente qui s'effondre tout d'un coup. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis on dit des fois en étant un peu à la limite de l'humour noir, qui n'a pas ses problèmes les attend. Donc même quand tout va bien, on se dit mince, il y a un problème qui peut arriver. Là je rigole un peu, mais tout peut arriver. Une maladie qui arrive sur la plante, un champignon, un insecte. Donc il faut être tous les jours sur toutes les parcelles, vérifier que tout se passe bien. Une pompe qui tombe en panne alors qu'il y a 10 heures de gel le lendemain, le cresson est gelé, pendant 15 jours on ne peut plus le récolter. Ouais, donc c'est tous les jours qu'il faut être attentif à ce que... Et est-ce qu'il est gâché? Tout dépend de l'intensité de l'événement climatique. Mais une grêle, oui, c'est gâché. 10 jours de gel, c'est gâché. Alors ça arrive de moins en moins 10 jours de gel, mais... Et bon, alors après, ce qui arrive, c'est que quand on a des cressons qui sont un peu mangés par des insectes ou des différentes choses, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme en soupe. Parce que visuellement, le cresson est plus appétissant, entre guillemets. Mais transformé en soupe, il n'y a aucune différence de goût. Donc on essaie d'avoir le moins de déchets possible dans la culture. Quand tu étais justement salarié de tes parents, est-ce que tu as vécu, tu parlais de contraintes, ces moments difficiles, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Oui, c'était le jour de la finale de Coupe du Monde 2018, au mois de juillet, une pleine récolte de graines. Donc la graine de cresson, une fois qu'elle est sortie de sa cosse, il ne faut plus qu'elle soit mouillée, parce que si elle est mouillée, le processus de germination serait enclenché automatiquement. Et donc du coup, la graine est plus propice à la semence, pour nous réensemencer nos cultures, et puis pour la vente à des semenciers. Et donc ce jour-là, on a eu une tempête phénoménale avec une pluie et une grêle incroyable. Tout ce qui était en culture de frais, c'était mort pour le mois à venir. Et les graines, les bâches s'étaient envolées. Et donc au bout de 10 minutes de finale de Coupe du Monde, bon déjà il n'y a plus de télé, donc très bien. Et puis on a couru avec toute la famille dans les parcelles, mettre à l'abri les graines qui étaient mouillées, à les faire sécher, etc. Donc, ouais, ça m'a marqué, ouais. Ça t'a mis des doutes? Parce qu'à ce moment-là, tu me disais que tu savais que tu reprendrais la suite, tu t'es dit, oula, c'est vraiment un métier hyper difficile. Pas plus qu'un autre moment. Peut-être que je suis un peu fou. Non, oui, forcément ça met des doutes, mais vu que le cresson est une plante très poussante, du latin crescere et croître, même si on a un événement climatique pendant un mois et demi, on ne peut plus récolter, mais le cresson revient, repousse. C'est pas comme une récolte de fruits ou de plantes avec une récolte annuelle, où c'est toute une année qui est foutue. On a 1 mois, 2 mois de perte sèche, mais après le cresson est gentil, il repousse et c'est reparti. C'est intéressant parce que ça, c'est aussi un aspect positif de ton métier. Tu me parlais également tout à l'heure des prix, où vous êtes plutôt libre, les cresciculteurs, dans votre façon de fixer les prix, parce que vous n'êtes pas nombreux. Oui, et puis... Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Ouais. Alors le gros avantage qu'on a sur le cresson, c'est que c'est une culture de niche. Donc on a assez peu de normes. Je ne vais pas donner des idées à ceux qui pondent des normes. Mais voilà, on est assez libre dans la culture et dans la fixation du prix de vente. C'est-à-dire qu'on peut fixer un prix qui nous permet de nous rémunérer et de faire vivre l'exploitation. Ce qui est devenu très très rare en agriculture. Beaucoup dépendent des coopératives qui fixent les prix, sans parler des céréaliers où c'est même des cours mondiaux. Et la rentabilité de l'agriculteur, tout le monde s'en fiche. Et nous, on a cette chance de pouvoir maîtriser l'ensemble de la filière, de la semence. Donc on est libre sur la semence, on fait nos propres semences, sur la culture, sur la commercialisation et sur la fixation des prix. Ça, c'est quelque chose qui t'a plu justement quand tu as vu travailler tes parents, cette liberté? Ah, complètement. C'était déjà le cas à leur époque? Ah oui. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette liberté du début à la fin. Je trouve que la liberté, c'est une valeur assez importante. Et c'est ce qui nous motive le matin, c'est qu'on est acteur de notre propre entreprise, qu'on a, à part la contrainte climatique et de la culture, on maîtrise quand même beaucoup de notre culture. Donc c'est cette liberté qui me plaît et qui me permet de m'épanouir.
Et est-ce que, pardon pour la question, j'espère qu'elle ne sera pas trop envahissante ou en tout cas indiscrète, on va dire plutôt. Est-ce que tu arrives à bien en vivre du cresson? Moi j'arrive à élever une famille, donc oui. On ne part pas 3 semaines aux Seychelles, mais on a une vie simple, mais qui nous permet d'être heureux. L'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais on arrive à en vivre, donc on n'a pas à se plaindre. Il y a des années plus difficiles que d'autres, et ça demande un investissement important de soi, en heures de travail, en dons physiques. Mais oui, on ne faut pas se plaindre, on arrive à en vivre. Où on peut manger justement, acheter ton cresson? On peut le trouver partout, mais il faut le demander, Alors, c'est-à-dire? comme toutes les choses précieuses. C'est-à-dire que vous pouvez le trouver, alors pas forcément le nôtre, je fais la pub pour tous les cressiculteurs parce que c'est Bien le sûr. cresson ensemble qu'il faut mettre en avant. Vous pouvez le trouver dans la grande distribution sous forme de barquette, donc chez Grand Frais, chez Carrefour, etc. Et puis nous, la botte traditionnelle, vous pouvez la trouver dans certaines enseignes de distribution, notamment dans les magasins bio qui sont assez bienveillants avec la culture du cresson et qui la mettent en avant, les magasins Biocoop, la Vie Claire, etc. Mais je mets un petit peu celle Biocoop quand même. Et puis surtout les marchés de places de village. Parce que nous, on vend dans les marchés de gros et tous les gens qui viennent vendre sur les places de marché de village, en général, ils viennent compléter leur gamme en produits un peu particuliers sur les marchés de gros. Donc chez n'importe lequel de votre primeur, vous pouvez lui demander du cresson et il doit être en mesure de vous en trouver. Que ce soit en région parisienne, que ce soit à Lyon, que ce soit à Agen, parce qu'il y a un gros producteur aussi à Agen. Donc le cresson, il faut le demander. Et n'importe quelle enseigne de distribution ou sur n'importe quel marché, vous demandez du cresson, et si le chef de rayon fruits et légumes est quelqu'un de consciencieux et bienveillant, il vous trouve du cresson. Donc il faut aller le demander, et c'est si vous, consommateurs, vous allez demander du cresson à vos primeurs, vous pourrez trouver du cresson et vous ferez vivre des cressiculteurs. Pardon pour la question tout de même, mais la qualité quand même du cresson, tu me parles de la grande distribution. On ne sait pas combien de temps il garde le cresson justement dans ces chambres froides. Est-ce que tu ne considères pas qu'il vaut mieux recommander aux consommateurs d'aller acheter du cresson sur un marché, en direct producteur si ça existe? Bien sûr, forcément c'est ce qu'il y a de plus adéquat. Ouais. Mais l'avantage avec le cresson, c'est qu'on peut pas mentir sur la qualité. Le cresson, soit il est frais et il est beau, soit il est pas frais et il est pas beau, il est invendable. Comment tu vois justement qu'il n'est pas frais? Tiens. Eh ben parce que si jamais les feuilles sont tombantes, deviennent jaunes, c'est qu'il a plus de 3-4 jours depuis la récolte et qu'il est. Alors on peut le faire en soupe, au niveau gustatif et alimentaire, c'est bon. Mais visuellement, le cresson, même s'il est conservé au frigo pendant 10-15 jours, on ne peut pas mentir dessus. Le cresson, s'il est visuellement, il fait envie, c'est qu'il est frais. Et si c'est pas le cas, c'est que les distributeurs ont entre guillemets pas très bien travaillé. Non, parce que c'est vrai que je rebondis là-dessus parce que c'est assez rare qu'on parle de la grande distribution. Souvent, on oppose quand même le monde paysan à la grande distribution on connaît la pression qu'elle exerce sur les prix, etc. Alors, on en a parlé, c'est pas ton cas. Et c'est vrai que je suis assez surprise que tu proposes aux gens d'aller chez Carrefour pour aller acheter une boîte de cresson. Parce que je suis quelqu'un de réaliste et qu'il se trouve que aussi la grande distribution propose du cresson. Et que le cresson manque tellement de lieux de vente que bien que des gens le faisant pas forcément le plus parfaitement possible, proposent quand même du cresson. Je me sens obligé de parler de tout le monde pour que le plus de gens possible puissent trouver du cresson dans le commerce. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une journée porte ouverte chez un collègue producteur et 5 personnes sur 10 me disaient mais je veux acheter du cresson mais j'en trouve pas. Moi, je disais demandez à vos primeurs, demandez dans les rayons des magasins à vos primeurs de trouver du cresson. Voilà. Une chose tout de même, c'est que ton cresson est bio. Oui. On n'en a pas vraiment parlé. Quelle est la différence justement en termes de goût entre un cresson bio et un cresson pas bio? Alors en termes de goût, le cresson bio a forcément un peu plus de goût. Parce que ce qu'il faut voir entre la différence entre l'agriculture biologique et la culture qu'on dit conventionnelle, c'est l'origine des intrants. Donc ce que j'appelle intrants, c'est nourriture et médicaments. Et donc en bio, l'origine des intrants doit être d'origine naturelle, non chimique. Donc c'est-à-dire que l'engrais il est fait à base soit de matière organique, soit de matière végétale, alors qu'en agriculture conventionnelle, il est fait à base de chimie. C'est-à-dire que, vu qu'il y a des produits chimiques qu'on n'utilise plus pour tuer certains insectes, on a dû développer des techniques culturelles pour s'adapter aux insectes. Par exemple, pendant l'hiver, on a une mouche qui vient pondre une larve qui vient se mettre dans la tige du cresson. N'ayant plus des insecticides pour les tuer, on a développé une technique culturelle qui consiste à ne pas faire que du semis. C'est-à-dire qu'on fait toujours du semis, mais dès que le cresson a un petit peu poussé, on l'arrache et on le replante sur une autre parcelle. Ce qui fait que le cresson, là où on a prélevé, vient faire une tige plus grosse, et là où on le replante,
vu que c'est un peu plus clair, il fait aussi une tige plus grosse. Et donc du coup, cette tige étant plus épaisse, résiste mieux à cette larve dont je vous parlais. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Vu qu'on a des atouts, enfin pas des atouts, pardon, des aides, que ce soit d'engrais ou de produits phytosanitaires moins importants, on est obligé d'aller faire de l'innovation et de la recherche sur la plante pour qu'elle s'adapte mieux à la pousse. Voilà. Et finalement, c'est cette adaptation qui lui permet de révéler davantage ses qualités gustatives. Oui, et puis du coup, vu qu'il a une croissance plus lente, il a le temps de mieux fixer les différents éléments qui contribuent à sa valeur gustative et nutritionnelle. Il se passe combien de temps entre le moment où tu plantes justement une graine et le moment où tu récoltes d'ailleurs? Alors entre le semis et la première récolte, il y a environ 45 jours. Ok. Et après, entre différentes récoltes, parce que la graine de cresson qu'on sème en général au mois d'août, on récolte au 15 septembre. Et jusqu'au mois d'avril-mai, on vient faire toutes les 6-7 semaines en moyenne une récolte sur le même plan. Le cresson repousse à chaque fois. Voilà. C'est une plante très très vivace, le cresson. Vous le coupez, paf, tout de suite, ça lui donne envie de repousser. Ah oui, tu dois pas replanter. Non, c'est une plante qu'on met en place au mois d'août et qu'on va récolter en frais jusqu'au mois d'avril, mai. Après, on laisse monter cette plante-là en fleurs, on récolte les graines et on réensemence. Alors du coup, quel est l'intérêt pour un cresciculteur de ne pas être en bio? C'est quoi? C'est d'aller plus vite finalement dans la pousse? C'est un confort de culture, c'est-à-dire que la plante pousse plus vite. Dès qu'il y a une attaque d'insectes, on met un traitement qui tue les insectes. Je jette pas la pierre, parce que je pense qu'il faut pas Non, opposer c'est plus pour comprendre. Ah Ouais, oui, c'est plus pour comprendre en fait. Et oui, c'est un confort de culture. Il y a un risque supplémentaire à cultiver en bio pour le cultivateur. On est moins en mesure de répondre à tout ce qui peut arriver. Mais je pense que ça vaut le coup de prendre le risque. Tu parles d'insectes. Oui. On parle de quels insectes justement particuliers? Il y en a plusieurs. Il y a le puceron. En général, quand il y a un vent du sud, ça nous amène du puceron. Alors pourquoi, je ne pourrais pas vous dire, mais en général, dès qu'il y a un vent du sud assez important, 3 jours après, on retrouve des pucerons dans les Et quoi, ils grignotent les feuilles? Non, le puceron, il vient. Alors, il grignote. Il n'y a pas de feuille qui est mangée, mais le puceron vient sucer la sève de la plante, et du coup, ça la fatigue, ça la rend un peu. Elle se referme sur elle-même un peu, donc ça entache la qualité visuelle. Et puis, vous avez les pucerons, ça se développe à une vitesse, vous en avez partout. Mais donc là, on a des traitements naturels qui existent. Il y a aussi, c'est plus sur la période chaude, l'altise, c'est ce qu'il y a aussi sur le colza, sur le chou, etc. Et puis il y a cette mouche du cresson, il y a la mouche qui est aussi sur le navet, sur le poireau, qui vient pondre ces espèces de pupes de larves qui viennent se mettre dans les tiges. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut donner derrière du coup le cresson? Alors la mouche du cresson, c'est ce qu'il y a de pire, puisque ces pupes viennent se mettre dans la tige et ça vous fait pourrir la plante. Voilà. Donc il faut avoir un cresson suffisamment costaud qui puisse résister, puis on peut les couvrir avec des filets pour empêcher les insectes de venir. Et puis il y a des traitements à mettre à base d'agrumes qui ont un côté répulsif pour limiter le développement des insectes. Il y a aussi la lutte intégrée, on vient lâcher d'autres insectes qui viennent manger les insectes nuisibles. La nature nous offre des possibilités infinies. Et moi, en reprenant, ayant vu que la culture bio était possible et même souhaitable, j'ai décidé de tout convertir en bio, l'ensemble de l'exploitation. Là du coup, c'était quand? Et la conversion s'est faite au 1er novembre. Donc il y a tout ce qui était historiquement bio reste bio, et tout ce qui est en conversion pendant 3 ans doit se vendre en dit conventionnel, et au bout de 3 ans ce sera commercialisable en agriculture biologique. Même un label supplémentaire, c'est Biocop qui nous a demandé ça s'appelle un label Biocohérence, parce qu'il faut savoir que le label AB oblige à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir l'origine des intrants doivent être d'origine naturelle. Et la biocohérence va un peu plus loin, à savoir interdit les serres chauffées, limite les apports d'engrais, interdit l'appel aux travailleurs détachés. Voilà, c'est un peu plus complet et avec une notion géographique aussi. C'est-à-dire que pour être labellisé biocohérence, il faut que l'exploitation soit à moins de 150 km de la centrale d'achat. Donc ça oblige à plus de... C'est un label un peu plus complet. Il y en a d'autres, je ne peux pas faire la pub que pour celui-là, mais... Et donc du coup, on a ce label-là. Tu le ressens pas comme une pression? C'est drôle parce que c'est un mot qui revient souvent là dans notre conversation, je me rends compte. Le label bio, vraiment pour pouvoir continuer à l'avoir et puis être en phase avec ses valeurs. Tu le ressens comme quelque chose, comme une pression dans ton métier? C'est une petite contrainte, mais ça nous fait progresser, et 2, ça nous offre une clientèle plus curieuse, plus respectueuse aussi. Alors une clientèle, je
la clientèle, on va dire, le consommateur est plus respectueux et plus curieux. Ouais. Et l'acheteur bio, on va dire, est plus humain avec le producteur que d'autres. Voilà. Moi, ça m'avait marqué, une fois, j'avais accompagné un collègue producteur qui venait de passer en bio dans une tournée de magasin bio à Lyon. Il disait, bah voilà, propose tes produits à mes clients, tout ça. Et un de mes acheteurs bio lui dit, alors, c'est quoi ton prix? Et mon collègue producteur bug en disant, mais on m'a jamais demandé quel était le prix que je pratiquais. Donc voilà, pour dire qu'il y a dans cet univers de la bio des acheteurs qui sont soucieux de payer le prix qui rémunère l'agriculteur. Comparaison n'est pas raison, c'est pas forcément vrai partout, mais n'empêche que moi j'ai vécu ça et je remarque que dans le milieu de la bio, les gens sont beaucoup plus soucieux bienveillants. Ouais. Voilà. Ça, c'est un... On va faire de généralité, hein, mais bon voilà. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que ton portrait, ton profil, la conversation qu'on a depuis tout à l'heure, et c'est chouette aussi, et c'est l'idée de ce podcast, c'est aussi de proposer des idées positives et de ne pas avoir forcément le tableau noir, mais sans cacher non plus la réalité du métier. Toi, j'ai l'impression que, en fait, voilà, depuis le début de notre conversation, tu as la banane, tu souris, tu as l'air très heureux et j'en suis vraiment ravie. Tu as toujours été comme ça ? Bon, après, c'est peut-être une question de caractère, mais oui, que je pense que la vie vaut le coup d'être vécue et que si on la vit avec joie, c'est mieux que si on la vit avec tristesse. Et puis que si on... Alors attention, il y a des gens qui ont des vraies difficultés et il ne faut pas non plus se sentir au-dessus ou quoi que ce soit ou juger. Moi, il se trouve que je suis dans une famille qui avait cet amour de la culture, on arrive à en vivre, donc j'ai pas de raison d'être triste, au contraire. Et de manière générale, je pense que dans l'agriculture, il faut que les paysans arrivent... Attention, c'est compliqué ce que je dis et je ne veux pas paraître hautain ou juger. Il faut que les paysans arrivent à ne pas être que des producteurs, mais arrivent à gérer leur commercialisation. Déjà, ça fait un intermédiaire de moins. Et puis le consommateur est sensible au fait que ce soit le producteur qui lui vende directement. Ça, c'est bien vrai. Et le drame de l'agriculture française, c'est que depuis l'après-guerre, les paysans ont arrêté la commercialisation. C'est des coopératives qui s'en sont occupées. Il faut aussi dire qu'il y a les élites qui étaient dans les campagnes et qui s'occupaient de vendre les productions des paysans sont partis faire les assureurs, les consultants, toutes sortes de choses. Ils ont un peu abandonné le petit peuple paysan. Je généralise, hein, mais il y a quand même un peu de vrai. Et donc du coup, ces pauvres paysans ne s'occupent plus de la commercialisation de leurs produits. Et je pense vraiment qu'il faut que les agriculteurs essayent du plus possible de s'occuper de la commercialisation. Après, il y a des choses qui peuvent être mises en place par les pouvoirs publics et politiques. L'étiquetage, tout simplement. Si pour que le consommateur achète français et que le consommateur soit acteur, il faut qu'il ne soit pas trompé sur l'origine des produits. Et pourquoi pas imaginer dans les rayons des supermarchés des endroits avec des produits exclusivement français, avec le drapeau français, etc. Et d'autres, on ne jette pas la pierre, c'est très bien, on a besoin d'apporter des produits qui ne soient pas français. Mais pour donner cet élan et cette envie aux consommateurs d'acheter français, que ce soit clair et au niveau communication sympathique, pour que les consommateurs achètent des produits français, des agriculteurs français, et que les agriculteurs soient touchés par cet élan national un peu, et que tout le monde trouve son compte, au niveau écologique, au niveau économique et au niveau santé. C'est un modèle en plus qui existe pour le coup. Nous, on doit satisfaire des petits drapeaux tricolores au-dessus des pommes de terre et des poireaux, alors qu'en Suisse, sauf si je me trompe, en tout cas moi j'avais vu des rayons justement en Suisse avec vraiment que des produits suisses à un endroit et puis d'autres fraises italiennes de mémoire de l'autre côté du magasin. Parce que les Suisses ont un modèle assez intéressant. Mais je sais, c'est pour ça que je ne savais pas s'il fallait en parler ou pas. Bien sûr, on est libre, on est dans le respect de chacun. Les Suisses, chaque semaine, l'administration demande aux agriculteurs ce qu'ils ont de disponible. Les agriculteurs disent j'ai tant de volume disponible. Quelle est la consommation en face? Tant. J'ai assez de production locale, je ferme les importations. Ou je mets un de taxes pour que, etc. Si jamais l'agriculture locale n'est pas en mesure de satisfaire la consommation, on laisse rentrer des produits venus d'ailleurs. Il me semble que c'est plutôt logique et de bon sens. Et ça favorise le consommateur pour un produit plus local avec un impact écologique moindre. Et ça favorise l'agriculteur qui du coup a son marché en face. Pour rebondir tout de même sur cette idée de multitâche, de devoir tout entreprendre, c'est-à-dire et la culture et la commercialisation, c'est tout de même usant quand même pour un agriculteur ou une agricultrice d'être comme ça sur tous les fronts tout le temps, physiquement, mais
dans la tech aussi aujourd'hui, la santé mentale est une grande cause nationale 2025. Il y a de quoi se poser des questions, à se dire mais je dois être partout, tout le temps, sur tous les fronts pour pouvoir vendre mon produit. Oui, mais le contact de la terre et du produit nous rappelle à des choses plus concrètes. Et dès qu'on a forcément des soucis, que ce soit privé, professionnel, etc. Mais quand on a les mains dans la plante, on est rappelé à des choses concrètes et réelles, et ça nous permet de vider un peu le côté inquiétude du cerveau pour se concentrer sur des choses plus matérielles. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. C'est hyper intéressant parce que tout l'enjeu de ce podcast, c'est de comprendre un petit peu vos ressources psychologiques à vous, agriculteurs, ceux que j'appelle tous ceux qui nous nourrissent. Parce qu'on met toujours la passion comme finalement la raison à avoir un quotidien, comme je dis toujours, pas comme les autres, un quotidien fatigant, etc. Est-ce que c'est le courage, c'est cette passion finalement du produit qui explique ce mental? Pour le coup, t'es un super candidat au mental. Merci mes parents, merci ma femme. Je pense qu'il y a aussi la satisfaction professionnelle qui est importante. Et moi je suis quelqu'un plutôt concret et manuel, mais le fait de voir le travail effectué au cours de la journée, même si jamais il y a eu des échecs, on voit qu'il y a quelque chose, on a fait une petite empreinte sur la journée. Je me retourne, je vois ce que j'ai récolté aujourd'hui, je me dis tiens, j'ai fait quelque chose. Et voilà, c'est le lendemain. Le lendemain, je vends mon cresson à des clients à 4h du matin, ils sont contents, paf, je suis content de retourner au boulot après derrière. C'est cette satisfaction au cours de la journée qui fait qu'on y retourne, quoi. Finalement, savoir se satisfaire de quelque chose qui peut paraître pas grand chose dans la vie, quand on est un petit peu happé comme ça par un rythme effréné, on n'arrive plus à se satisfaire de quelque chose qui paraît comme anodin. C'est l'amour des choses simples. Et puis je sais plus qui c'est qui disait que dans la vie il faut faire les choses ordinaires de façon extraordinaire. C'est-à-dire que moi je peux dire je coupe mon cresson, bon très bien, sauf que je coupe mon cresson mais c'est quelqu'un qui va le manger derrière. Et voilà, je trouve que c'est plus spirituel la situation en question, mais je trouve qu'elle s'adapte aussi à notre métier. Faire du bien aux gens, faire du bien aux consommateurs, ça c'est quelque chose qui te tient un petit peu aux tripes? Oui, puis c'est donnant, c'est-à-dire que moi j'ai envie que le consommateur soit content pour qu'il vienne me racheter du cresson aussi, il faut être honnête. Et puis parce que le but premier d'une entreprise c'est de satisfaire son client au final. Et donc dans la culture c'est que le consommateur se régale en consommant le cresson. Ça c'est bien vrai. Alors pour le coup je disais Roch que tu es un super candidat au mental, mais est-ce que tu pourrais me parler de quelqu'un d'autre, un autre producteur, un agriculteur, qui tu veux, un chef, dont tu admires la force mentale également? Mon beau-frère qui travaille à moins de 500 mètres d'ici, qui est maraîcher, et mon grand-père disait le cresson c'est du boulot, le maraîchage c'est de l'esclavage. Façon de parler. C'est-à-dire que nous on est en monoculture. C'est effectivement beaucoup de boulot, mais les maraîchers, je les admire beaucoup parce qu'ils ont 25-30 variétés de légumes à cultiver, à commercialiser, à préparer, et ils font des heures de boulot que moi je ne pourrais pas faire. Donc je les admire et c'est mon beau-frère. À moins d'avoir peut-être la passion du produit cultivé dans ce cas-là. Ouais, Moi je rebondis sur toute notre conversation. On arrive au terme de l'enregistrement de cet épisode, Roch. Et j'ai l'habitude de poser toujours la même question, savoir un petit peu si tu pouvais me parler d'un sport qui représente la force mentale que demande l'agriciculture. Moi je dirais la boxe. Parce que on donne de soi, donc il faut être costaud. Et puis des fois la nature nous envoie des coups qu'il faut être en mesure d'encaisser. Des uppercuts. Et de s'adapter. Ça peut être la nature, le climat, ça peut être des insectes. Le puceron il est bien gentil, mais quand il vient nous attaquer notre cresson, ça met en péril notre culture. Donc il faut être capable de réagir pour préserver la culture. Donc c'est un peu donnant, il faut donner de soi pour que le cresson pousse correctement, et de temps en temps la nature nous renvoie des coups. Donc il faut être sur ses gardes tout le temps. Sur ses gardes, savoir reculer, reprendre attaque, repartir, c'est ça? Et puis prendre un peu de hauteur aussi. C'est-à-dire quand on a trop de soucis, on retourne chez soi, on lit un bon livre avec ses enfants. Et puis d'un coup, tous les problèmes s'effacent parce que dans le regard d'un enfant, il n'y a plus de problème. Je suis bien d'accord. Dans la boxe, il y a aussi un côté presque méditatif. Il y en a qui vont me taper dessus quand je vais dire ça, mais aussi parce qu'on sort toute l'énergie finalement. Vous avez les mains dans le cresson, ça te fait du bien, tu penses à autre chose, tu sors toute ton énergie, c'est un peu ça aussi?
Ouais, complètement. Et puis c'est une lutte permanente. On parle de méditation, on peut parler de spirituel. Le combat spirituel pour être toujours dans le bien, ben, on a tout le temps des tentations pour faire le moins bien. Ben, dans la culture, c'est pareil, on fait tout pour que la plante soit la plus belle possible, mais il faut lutter contre toutes les différentes choses qui viennent empêcher la bonne croissance du cresson. Voilà. Alors, et par contre, Roch, est-ce que tu fais du sport? Alors j'en fais beaucoup la journée déjà, donc le soir quand je rentre chez moi j'en ai plus beaucoup, mais j'ai toujours joué au foot un petit peu de temps en temps, mais pas beaucoup, il faudrait que j'en fasse un peu plus. Bah, merci beaucoup, Roch, vraiment. Merci Bérangère. Merci beaucoup pour ton sourire, ta sincérité, ton accueil, vraiment. Merci Avec beaucoup plaisir. pour ton aide à m'avoir installé comme ça les micros en plein cœur de ta cressonnière. C'était vraiment formidable. Je vous invite à découvrir pour le coup l'enregistrement de cet épisode via YouTube. Merci beaucoup, Roch. C'est avec plaisir. Je me permets également un clin d'œil à Michael Morisot, Bien sûr. pour le coup. Ami cressiculteur. Tout à fait, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, vraiment le grand plaisir d'interviewer pour le guide de Gomillot, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans l'édition 2026 de l'Île-de-France. N'hésitez pas du coup à le consulter. Merci beaucoup vraiment, Roch. Merci beaucoup. Mangez du cresson.